George Sand. Conte d'une grand-mère. Ce que disent les fleurs. Quand j'étais enfant, ma chère Aurore, j'étais très tourmentée de ne pouvoir saisir ce que les fleurs se disaient entre elles. Mon professeur de botanique m'assurait qu'elles ne disaient rien. Soit qu'il fût sourd, soit qu'il ne voulût pas me dire la vérité, il jurait qu'elles ne disaient rien du tout. Je savais bien le contraire. Je les entendais babiller confusément, surtout à la rosée du soir. Mais elles parlaient trop bas pour que je puisse distinguer leurs paroles. Et puis elles étaient méfiantes. Et quand je passais près des plates-bandes du jardin ou sur le sentier du pré, elles s'avertissaient par une espèce de psst qui courait de l'une à l'autre. C'était comme si l'on eût dit sur toute la ligne: attention, taisons-nous. Voilà l'enfant curieux qui nous écoute. Je m'y obstinais. Je m'exerçais à marcher si doucement, sans frôler le plus petit brin d'herbe, qu'elles ne m'entendirent plus et que je pus m'avancer tout près. Alors, en me baissant sous l'ombre des arbres, pour qu'elles ne visent pas la mienne, je saisis enfin des paroles articulées. Il fallait beaucoup d'attention. C'étaient de si petites voix, si douces, si fines, que la moindre brise les emportait et que le bourdonnement des sphinx et des noctuelles les couvrait absolument. Je ne sais pas quelle langue elles parlaient. Ce n'était ni le français ni le latin qu'on m'apprenait alors. Mais il se trouva que je comprenais fort bien. Il me sembla même que je comprenais mieux ce langage que tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. Un soir, je réussis à me coucher sur le sable et à ne plus rien perdre de ce qui se disait auprès de moi dans un coin bien abrité du parterre. Comme tout le monde parlait dans tout le jardin, il ne fallait pas s'amuser à vouloir surprendre plus d'un secret en une fois. Je me tins donc là bien tranquille, et voici ce que j'entendis dans les coquelicots. Mesdames et messieurs, il est temps d'en finir avec cette platitude. Toutes les plantes sont également nobles. Notre famille ne les cède à aucune autre. Et accepte qui voudra la royauté de la rose. Je déclare que j'en ai assez, et que je ne reconnais à personne le droit de se dire mieux né et plus titré que moi. À quoi les marguerites répondirent toutes ensemble que l'orateur Coquelicot avait raison. Une d'elles, qui était plus grande que les autres et fort belle, demanda la parole et dit: je n'ai jamais compris les grands airs que prennent la famille des roses. En quoi, je vous le demande, une rose est-elle plus jolie et mieux faite que moi? La nature et l'art se sont entendus pour multiplier le nombre de nos pétales et l'éclat de nos couleurs. Nous sommes même beaucoup plus riches, car la plus belle rose n'a guère plus de 200 pétales, et nous en avons jusqu'à 500. Quant aux couleurs, nous avons le violet et presque le bleu pur, que la rose ne trouvera jamais. Moi, dit un grand pied d'alouette vivace, moi, le prince Delphinium, j'ai l'azur des cieux dans ma corolle, et mes nombreux parents ont toutes les nuances du rose. La prétendue reine des fleurs a donc beaucoup à nous envier, et quant à son parfum si vanté... Ne parlez pas de cela, reprit vivement le coquelicot. Les hâbleries du parfum me portent sur les nerfs. Qu'est-ce, je vous prie, que le parfum? Une convention établie par les jardiniers et les papillons. Moi, je trouve que la rose sent mauvais, et que c'est moi qui embaume. Nous ne sentons rien, dit la Marguerite, et je crois que par là nous faisons preuve de tenue et de bon goût. Les odeurs sont des indiscrétions ou des vanteries. Une plante qui se respecte ne s'annonce point par ses émanations. Sa beauté doit lui suffire. Je ne suis pas de votre avis, s'écria un gros pavot qui sentait très fort. Les odeurs annoncent l'esprit et la santé. Les rires couvrirent la voix du gros pavot. Les œillets s'en tenaient les côtes et les résédas se pâmaient.
Mais au lieu de se fâcher, il se remit à critiquer la forme et la couleur de la rose qui ne pouvait répondre. Tous les rosiers venaient d'être taillés, et les pousses remontantes n'avaient encore que de petits boutons bien serrés dans leurs langes verts. Une pensée fort richement vêtue critiqua amèrement les fleurs doubles, et comme celles-ci étaient en majorité dans le parterre, on commença à se fâcher. Mais il y avait tant de jalousie contre la rose qu'on se réconcilia pour la railler et la dénigrer. La pensée eut même du succès quand elle compara la rose à un gros chou paumé, donnant la préférence à celui-ci à cause de sa taille et de son utilité. Les sottises que j'entendais m'exaspérèrent, et tout à coup, parlant leur langue. « Taisez-vous » m'écriai-je, en donnant un coup de pied à ces sottes fleurs. « Vous ne dites rien qui vaille. Moi qui m'imaginais entendre ici des merveilles de poésie. Quelle déception vous me causez avec vos rivalités, vos vanités et votre basse envie. » Il se fit un profond silence, et je sortis du parterre. Voyons donc, me disais-je, si les plantes rustiques ont plus de bon sens que ces péronnelles cultivées, qui en recevant de nous une beauté d'emprunt, semblent avoir pris nos préjugés et nos travers. Je me glissai dans l'ombre de la haie touffue, me dirigeant vers la prairie. Je voulais savoir si les spirées, qu'on appelle reines des prés, avaient aussi de l'orgueil et de l'envie. Je m'arrêtai auprès d'un grand églantier dont toutes les fleurs parlaient ensemble. Tâchons de savoir, pensai-je, si la rose sauvage dénigre la rose à 100 feuilles et méprise la rose pompon. Il faut vous dire que dans mon enfance, on n'avait pas créé toutes ces variétés de roses que les jardiniers savants ont réussi à produire depuis par la greffe et les semis. La nature n'en était pas plus pauvre pour cela. Nos buissons étaient remplis de variétés nombreuses de roses à l'état rustique. La canina, ainsi nommée parce qu'on la croyait un remède contre la morsure des chiens enragés. La rose cannelle, la musquée, la rubiginosa, ou rouillée, qui est une des plus jolies. La rose pimprenelle, la tomentosa, ou cotonneuse, la rose alpine, etc., etc. Puis dans les jardins, nous avions des espèces charmantes, à peu près perdues aujourd'hui. Une panachée rouge et blanc qui n'était pas très fournie en pétales, mais qui montrait sa couronne d'étamines d'un beau jaune vif et qui avait le parfum de la bergamote. Elle était rustique au possible, ne craignant ni les étés secs, ni les hivers rudes. La rose pompon, grand et petit modèle, qui est devenue excessivement rare. La petite rose de mai, la plus précoce et peut-être la plus parfumée de toutes, qu'on demanderait en vain aujourd'hui dans le commerce. La rose de Damas ou de province, que nous savions utiliser et qu'on est obligé à présent de demander au midi de la France. Enfin, la rose à 100 feuilles, ou pour mieux dire à 100 pétales, dont la patrie est inconnue et que l'on attribue généralement à la culture. C'est cette rose centifolia qui était alors, pour moi comme pour tout le monde, l'idéal de la rose. Je n'étais pas persuadée, comme l'était mon précepteur, qu'elle fût un monstre dû à la science des jardiniers. Je lisais dans mes poètes que la rose était de toute antiquité le type de la beauté et du parfum. À coup sûr, ils ne connaissaient pas nos roses thé qui ne sentent plus la rose, et toutes ces variétés charmantes qui, de nos jours, ont diversifié à l'infini, mais en altérant essentiellement le vrai type de la rose. On m'enseignait alors la botanique. Je n'y mordais qu'à ma façon. J'avais l'odorat fin et je voulais que le parfum fût un des caractères essentiels de la plante. Mon professeur, qui prenait du tabac, ne m'accordait pas ce critérium de classification. Il ne sentait plus que le tabac, et quand il flairait une autre plante, il lui communiquait des propriétés sternutatoires tout à fait avilissantes. J'écoutais donc de toutes mes oreilles ce que disaient les églantiers au-dessus de ma tête, car dès les premiers mots que je pus saisir,
je vis qu'il parlait des origines de la rose. « Reste ici, doux Zéphyr, disait-il. Nous sommes fleuris. Les belles roses du parterre dorment encore dans leurs boutons verts. Vois, nous sommes fraîches et riantes, et si tu nous berces un peu, nous allons répandre des parfums aussi suaves que ceux de notre illustre reine. » J'entendis alors le Zéphyr qui disait « Taisez-vous, vous n'êtes que des enfants du Nord. Je veux bien causer un instant avec vous, mais n'ayez pas l'orgueil de vous égaler à la reine des fleurs. » Cher Zéphyr, nous la respectons et nous l'adorons, répondirent les fleurs de l'églantier. Nous savons comme les autres fleurs du jardin en sont jalouses. Elles prétendent qu'elle n'est rien de plus que nous, qu'elle est fille de l'églantier et ne doit sa beauté qu'à la greffe et à la culture. Nous sommes des ignorantes et ne savons pas répondre. Dis-nous, toi qui es plus ancien que nous sur la terre, si tu connais la véritable origine de la rose. Je vous la dirai car c'est ma propre histoire. Écoutez-la et ne l'oubliez jamais.